du Manic, je vais aller rejoindre Tony Incolingo, qui est directeur d'Iadora Eleto au Canada. Alors, je le joins à moi à l'instant, Monsieur Incolingo. Merci premièrement d'avoir accepté notre invitation. Bon, merci à vous de m'avoir invité c'est un honneur. Je vais m'excuser d'abord de mon français. Il est passable, c'est pas excellent, donc je vais faire mon mieux. C'est oui, vous parliez de l'époque de Manic de Montréal. Moi, j'étais oui. le président de l'Étoile Fan Club au Trade 212. C'était une section au Stade olympique très animée, très différent, quelque chose de nouveau en Amérique du Nord. Puis l'époque que vous avez parlé de Gordon Hill, Frère Brian Thompson Museum, vous avez oublié aussi Tony Towers ou Robert Wosmeyer. C'était une socket différente d'aujourd'hui, parce qu'en Amérique du Nord, surtout au Québec et au Canada, il n'y avait pas toutes les émissions de télé, les matchs qu'on regarde aujourd'hui. C'était vraiment quelque chose de nouveau, qui au début, c'était quand même un sport pour les immigrants. Moi, je venais d'Italie, je pense, en 1974, c'était les années 80, début des années 80. J'avais cette culture de soccer, football en Italie. J'étais fanatique, etc. Donc, j'ai créé une fan club qui a fait la une un peu partout. Je me rappelle Richard Tremblay, qui était avec la presse dans le temps, en fait, faisait des articles presque chaque semaine. Le journal Montréal me suivait beaucoup. Mais qu'est-ce que ça m'impressionnait plus que je regardais le réseau ABC et puis aux États-Unis, ici à Montréal, puis quand ils ont ouvert la page du sport, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont montré le match Los Angeles Aztecs, ça s'appelait, contre le Manic. Mais ils n'ont pas montré le match, ils nous ont montré en faisant la fête sur les estrades. Donc ça c'était un changement de culture. Mais c'était des bons moments, puis je pense que qu'est-ce qui a tué le Manic, c'est surtout la Ligue nord-américaine, que c'était une ligue pas sérieuse comme celle-là d'aujourd'hui de la MLS, mais c'était une ligue plus ou moins proche en foin. Et puis il y avait des équipes très fortes comme le Cosmos, mais il y avait des équipes très faibles comme Tulsa. Et nous, Montréal était toujours, comme aujourd'hui, on est toujours au milieu des deux. Et puis, moi, c'était des excellents souvenirs. Puis, je regarde, j'ai eu le plaisir de participer à une transmission qui, RDS a passé l'année passée, 25 ans d'émotion. Puis, j'ai parlé à plusieurs joueurs, anciens joueurs comme Fran O'Brien, Gordon Hill. J'ai parlé après à Eddie Firmani, qui est encore vivant, même s'il a 87 ans, 88 bientôt, qui habite en Floride. Donc, c'était des souvenirs, des excellents souvenirs. Je pense que l'Impact aujourd'hui, nous, on est tous fils de cette époque, si je peux me permettre de faire ce commentaire. Est-ce qu'on peut, chez l'Impact, justement, faire cette transition-là aujourd'hui de rechanger l'image, rechanger, sans s'éloigner, justement, des pionniers et des bâtisseurs comme vous qui avez été là depuis le début? Certains ont été là, pour soutenir l'Olympique. Il y en a pour le Manic. Il y en a qui sont entrés dans le soccer montréalais avec le Supra. Mais d'autres avec l'Impact de Montréal, mais semble visiblement, à première vue, et la direction de l'Impact pourra l'expliquer tantôt, mais on semble rechercher un nouveau public chez l'Impact de Montréal. Donc, est-ce que c'est possible de réaligner le produit sans nécessairement s'aliéner son public? Mais disons que, selon moi, il y a deux types de supporters de l'Impact. Le supporter de l'Impact de mon âge, autour de 60 ans, qui ont un vécu européen ou sud-américain ou qui vient de l'extérieur. Puis il y a nos fils, les Québécois de souche. C'est deux différents publics, si vous voulez. Ma génération, les personnes, les fanatiques, les puristes, je les appelle, ils se tournent toujours vers la Premiership. Avant, c'était la Serie A. Maintenant, la première division italienne est devenue plus ou moins correct, c'est pas qu'est-ce que c'était, mais le Premiership, la Ligue espagnole, même la Ligue française, elle a pris beaucoup de visibilité, mais la Ligue anglaise, c'est la Ligue que tout le monde regarde. Donc, ce type de supporter-là va toujours regarder les deux. Puis, l'Impact, il va avoir de la difficulté à gagner des fanatiques. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas aller au stade, mais des fanatiques, c'est deux choses différentes. Qu'est-ce qu'il faut bâtir? Je pense qu'ils l'ont déjà fait avec la section Ultra 22 qui amène un peu d'ambiance au stade. C'est pas assez parce que le stade, des fois embarque pas. Moi, je suis un supporter et j'ai des billets de saison de l'Impact, donc je suis là presque
quand je peux, parce que je travaille, je voyage beaucoup. Mais il faut bâtir une culture de supporters, pas pour regarder un sport, mais pour aimer un peu comme c'est la culture avec les Canadiens. Ça prend du temps pour faire ça. Et puis, je pense que le changement de Montréal FC, ça c'est déjà un départ parce que tous les clubs importants, ils sont là pour s'appeler, ils font partie du soccer de la ville où ils sont établis. Mais il faut changer il faut aimer l'Impact, il ne faut pas seulement les supporter. C'est ça exactement. Et c'est ce changement de culture-là, je pense qu'on essaie d'imposer chez l'Impact de Montréal ou le Montréal FC parce que justement, ce qu'on veut, c'est que les gens s'approprient cette formation-là. Là, les gens, ils vont au stade, ils veulent voir gagner, ils veulent faire une sortie de famille. Mais ce qu'on veut, c'est des gens qui vont avoir à cœur cette formation-là et qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, qu'on ait des gens qui soient derrière cette organisation-là. Ben, je dirais que moi, je vais compléter qu'est-ce que vous avez. Comment on passe à supporter une équipe et à aimer une équipe. Selon moi, le passage est très simple. Et il faut que l'Impact fasse un exploit exceptionnel. Je pense qu'il y a quelques années, quand Mauro Biello était à la barre de l'Impact, on a passé presque là parce qu'on est arrivé presque à gagner la CONCACAF. Mais la chose que je me rappelle, moi, je suis dans le soccer depuis toute ma vie, donc j'ai fait beaucoup d'entrevues de ma vie. Donc, je me rappelle qu'en les années 92, j'étais président d'un club de soccer de Montréal qui s'appelait Jean-Thomas Rosemont. J'ai eu beaucoup de succès avec ce club-là. Mais donc, le Québec Soccer, ça existe encore. C'est un début qui parle du soccer québécoise. Oui. Marc Touga, je pense qu'il est avec la presse canadienne, ou il était avec la presse canadienne. Il m'appelle puis il me demande qu'est-ce que ça prend pour amener le Supra, dans ce temps-là, c'était le Supra, à un niveau supérieur. J'ai dit, si on joue la Coupe des champions, dans le temps, la Coupe des champions de la CONCACAF, c'était du chinois pour la plupart des supporters de soccer. On va avoir le stade plein. Et après, dans mon passage de ma carrière, j'ai été aussi comme directeur des joueurs de l'Impact pendant 2 ans. Puis j'ai dit à Joey Saputo, si tu veux remplir le stade, il faut que tu ailles à la Coupe des champions. Puis on a presque rempli le stade parce que vous parlez du Manic avant, puis il y avait un match à 56 000 personnes. Puis ce match-là qu'on a joué, l'Impact a joué contre, je ne me rappelle pas le nom, mais c'était une équipe de l'Amérique centrale. Il y avait 56 000 personnes. Si on aurait gagné ce match-là, et si on aurait gagné la MLS, et si on a une équipe gagnante, et il y a un joueur comme, vous avez parlé de Gordonillo, de Fran O'Brien, que le monde se rappelle aujourd'hui, à ce moment-là, le monde va tomber en amour avec l'Impact, de la même façon que nous, mon club, a tombé en amour avec Gordonillo. Gordonillo, encore aujourd'hui, je rencontre des amis francophones, italophones, anglophones, on parle encore de Gordonillo, les buts qu'il marquait, c'était quelque chose on est tombé en amour. Donc, pour faire ça, selon moi, l'Impact devait faire 2 choses. Avoir un joueur vedette, possiblement québécois, difficile parce que notre soccer québécois est là, il monte, mais on n'est pas encore là. Mais avoir un joueur qu'on peut identifier avec la franchise et aimer ce joueur-là. Et le deuxième point, c'est de gagner une chose d'important pour que le monde puisse tomber en amour avec l'Impact. Est-ce que dans le passé, l'Impact a fait une erreur quand, par exemple, on a amené Didier Drogba? On aurait pu s'identifier justement, ça aurait pu être le type de joueur que vous soulignez, mais on n'a pas réussi à mettre de la viande autour et à entourer et à soutenir cet élan-là pour justement soit mettre la main sur un championnat MLS, soit mettre la main sur la Ligue des champions de la CONCACAF. Mais si je comprends bien ce que vous apportez, c'est exactement dans cette direction-là que l'Impact doit aller chercher un joueur qui va faire une effervescence autour de cette concession-là et que les gens vont adopter dans la mesure où il amène le club à gagner. Et disons que chercher un joueur, c'est bon parce qu'il faut ce joueur-là doit être aimé du club. Je pense que Drogba, c'était l'exemple parfait. Malheureusement, Drogba est arrivé ici à la fin de sa carrière avec tous les bons souvenirs que nous avons de Drogba. C'était quand même à la fin de carrière. Donc, c'est difficile de bâtir autour d'un joueur qui a 36 ans ou 37 ans parce qu'il va terminer sa carrière après 2-3 ans. C'est la même chose avec Ibrahimovic, avec Los Angeles. J'avais beaucoup d'amis avec l'Impact. Nick DeSantis, c'est un des meilleurs amis. Donc,
je ne vais pas parler des erreurs de l'Impact, tout le monde fait des erreurs. Oui. Je pense que si moi j'aurais un conseil à donner, je suis personne avec toute mon humilité, je vais seulement dire que l'Impact, il faut qu'il bâtisse un club gagnant. Un club gagnant, ça prend des joueurs. Je reviens au Manic. Qui a bâti, et même si on va revenir à l'Impact, là, parce que l'Impact en 94, 95, je ne me rappelle pas, a gagné le championnat de la A-Ligue. En 94. C'était pourquoi on a gagné l'Impact. Parce qu'il y avait une personne que tout le monde peut-être oublie, qui est Eddie Firmani, qui a joué avec l'Inter de Milan, qui a coaché le New York Cosmos avec des gars comme Beckenbauer, Pelé, Neskans et tout le reste là. Il y avait une expérience et une crédibilité importante autour du monde pour bâtir une équipe comme le Manic qui n'a rien gagné, mais a gagné le cœur des Québécois parce que c'était une équipe qui était capable de jouer un jeu spectaculaire. C'est vrai qu'il avait les 35 mètres, la ligne d'offside, c'était à 35 mètres, pas au centre du terrain, donc ça ouvre un peu le jeu dans le soccer, là. Je parle de puriste, mais c'est vrai qu'il y avait cet avantage-là. Mais je me rappelle que nous, quand on était au stade, l'enthousiasme et le support que le Manic avait, je ne l'ai pas revu encore avec l'Impact. Et Joey Saputo, qui dans le temps était encore un jeune, il fait partie de notre groupe, il a adoré. C'est pour ça que je dis qu'on est tous fils de Manic, parce que lui, il a adoré, il a commencé, son amour avec le soccer et commencé quand le Manic était là. Donc il est jeune, il est dans la cinquantaine, mais c'était déjà un adolescent important dans la communauté à Montréal, mais l'amour a commencé. Donc on a abouti à ça. Maintenant, pour revenir à cet amour, il faudrait bâtir une équipe gagnante qui est capable d'identifier des joueurs locaux très importants, mais de bâtir une stabilité de plusieurs années qui ça va prendre des années. On ne va pas le faire cette année-là. Ça va pas arriver cette année. Je ne suis pas tout le jour à jour, donc je regarde l'Impact quand j'ai le temps. Je ne suis pas impliqué comme je l'étais, mais pour bâtir une équipe à n'importe quel niveau, ça prend du temps. Et après, aller chercher un joueur vedette, un joueur différent qui va rester à l'image de l'Impact. Et c'est de cette façon-là, de mon avis, humble, que je pense qu'on va bâtir cet amour qui va tenir pendant des années. Il y a encore 20 000 personnes au stade, donc c'est excellent. Mais il faut bâtir l'amour. Et je pense que ça, c'est un pas franchi. Et dans la nouvelle réalité de l'Impact, de la MLS globalement, où les équipes tendent à recruter des joueurs, les former et les revendre sur le marché européen, est-ce que ça devient difficile justement de créer ce sentiment d'appartenance-là et d'amener un joueur qui, fort possiblement, au maximum de sa performance, il va connaître ses meilleures années du côté européen. Je pense un peu à Alphonso Davies, qu'on a vu pas en grande vedette avec Vancouver chez les Whitecaps, mais a explosé au Bayern. Est-ce que c'est difficile de composer avec ça? C'est très difficile. Et je pense que il y a une chose que la MLS, comme MLS, doit changer, mais il y a une autre chose qui ne peut pas changer. Vous avez abordé 3 sujets. Donc, je vais les analyser un à la fois. Je vais commencer avec la MLS. La première chose, c'est que la MLS a des marchés qui appellent de catégorie A, B ou C. Et malheureusement, le Montréal, ce n'est pas un marché A pour la MLS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des budgets alloués à chaque équipe. Moi, je ne peux pas vous donner des détails. Je peux vous dire qu'est-ce que je sais. Peut-être que je me trompe avec les chiffres, mais un marché comme Toronto, ou une équipe comme Toronto, ou comme Los Angeles, ou comme New York, n'ont pas le même budget que Montréal. C'est parce que la MLS a décidé de prendre... Je ne dis pas que c'est mauvais, là. Je dis seulement que c'est une façon de faire, là, de bâtir la propre image. Donc, si Montréal n'est pas dans le marché A, ça va être difficile de bâtir une équipe gagnante. Il faut avoir un directeur sportif excellent, avoir des connexions importantes, garder les joueurs, et puis c'est très difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est très difficile. Jusqu'à quand la MLS ne change pas la politique. Le deuxième point très important, c'est que la MLS, malheureusement, ne peut pas compétitionner aujourd'hui, on revient à Alphonso Davies,
au marché européen. Mais pas à cause du monde qui va au stade, là, à cause des contrats de télévision qui sont énormes. Donc, le pouvoir de dépenser d'un club comme Bayern Munich vis-à-vis Vancouver Whitecaps, c'est énorme. Donc, si le Bayern Munich décide d'aller mettre 20 millions de dollars sur Alphonso Davies pour l'amener en Europe, et maintenant, en passant, si j'ai regardé le marché d'Alphonso Davies, c'est le quatrième joueur au monde en valeur. Donc, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, jamais vu au Canada. Mais ça va prendre des années. La venue du championnat du monde en Amérique du Nord, ça peut nous aider. La nouvelle réalité de la Fédération canadienne qui essaie de bâtir des clubs nationaux, régionaux, provinciaux, etc., c'était très important. Mais on est loin de compétitionner avec les clubs européens et je suis pessimiste dans le sens qu'on va bâtir une équipe à Montréal et garder les meilleurs joueurs, comme vous avez mentionné, M. Davis. Ça va être difficile de les garder. Il faut toujours garder aller chercher des joueurs de moyenne qualité, mais on peut trouver même un joueur de moyenne qualité qui est exceptionnel, qui on peut l'aimer là. Il faut le garder, par exemple. Mais je cherchais surtout un milieu de terrain, un buteur qui, quand quelqu'un marque des buts, c'est beaucoup plus facile. C'est sûr et certain que si à Montréal il y a un nouveau Alphonso Davies, on ne peut pas le garder. Mais on n'a pas besoin d'Alphonso Davies, on a besoin de quelqu'un de bon, d'excellent. Je pense dans le cas de Marco Di Vaio, par exemple. Ça, c'était un joueur qui a bien fait à Montréal. Il était italophone, donc je ne sais pas si parlait français ou non. Difficile à connecter avec certaines réalités, mais Marco Di Vaio, ça pourrait être un joueur typique comme Marco Di Vaio était. Ou même Drogba, sauf la différence Drogba et Marco Di Vaio, c'est que Drogba est venu quand il était plus vieux, Marco était plus jeune. En fin de carrière, Didier Drogba. Donc, si je résume tout ça pour l'Impact de Montréal, avant que je vous laisse aller, il y a possibilité de bien faire les choses. Il faut juste identifier, dans le fond, quel type de joueur va accrocher le public montréalais et le convaincre de venir évoluer à Montréal pour plusieurs années. Et il faudra également que l'Impact et les fans, je dirais, en même temps, soient un petit peu plus patients, hein, parce qu'on a changé là, les entraîneurs-chefs à toutes les saisons. On a changé. Si on veut gagner, il faut un peu de stabilité là, derrière ça. Je suis d'accord avec vous. Écoutez, moi, de ma part, j'ai travaillé avec l'Impact 2 saisons. Je connaissais la philosophie de l'Impact parce que ça me fait même 20 ans. Moi, je pense que si je dois dire une chose, c'est que on parle de réalité locale et de l'entraîneur qui a, selon moi, avec tout le respect que j'ai pour tout le monde, qui a donné plus à l'Impact, c'était Mauro Biello. Parce que Mauro Biello, c'est avant tout, c'est un joueur né à Montréal, entraîneur né à Montréal, qui a passé sa vie avec l'Impact, puis les meilleurs résultats sont venus avec Mauro Biello. Et ça, je pense que si je dois dire, c'était quoi l'erreur? Pour moi, ça, c'était l'erreur. Pas le plus grand. Aujourd'hui, avec Thierry Henry, bien sûr, on est champion du monde, on ne peut pas demander de plus. Mais il faut bâtir autour de lui. On a quand même un très bon entraîneur. Il faut bâtir autour de lui. Et on sait que sûrement que Thierry Henry, à long terme, a des aspirations à retourner en Europe. Donc, là aussi, il faudra rebâtir. Mais dans la veine de Mauro Biello, peut-être qu'un Patrice Bernier pourrait venir prendre la place de Thierry Henry et faire le boulot. Là. Mais je l'espère. J'ai vu grandir Patrice Bernier. Il a l'âge de mon fils, donc ils ont joué ensemble au contre. Je l'espère, Patrice Bernier, à part je connais très bien sa famille. La famille je connais son père très bien. On est des amis là, donc j'espère que Patrice. Mais il y a d'autres. Une autre personne qui n'a pas entraîné, qui était, selon moi, un très bon joueur québécois de souche, c'est Patrick Leduc. Moi, j'aimais la façon et j'aime la façon que Patrick Leduc a joué. Son rôle de milieu défensif qui regarde le jeu en avant, ça pourrait être un excellent entraîneur. Bien sûr, maintenant, il est avec l'Impact, mais il fait autre chose. Mais il y a beaucoup de personnes et des joueurs autres. J'enlève rien à Patrice, hein. C'est une excellente personne, ça pourrait être un excellent entraîneur. Mais bâtir justement autour de ça. Et même si ces joueurs-là ont l'aspiration, il y a des entraîneurs, des directeurs techniques qui sont actuellement au Québec, qui ont l'aspiration d'aller ailleurs. Mais Patrice Bernier était en Norvège, mais en Allemagne, etc. Peut-être quand il va faire bien, il va partir encore, mais il faut bâtir autour de ça. C'est sûr et certain que les entraîneurs dans le soccer, ils ont 2, 3, 4 saisons. Après, si ça va bien, si ça va mal, ils ont 6 mois. Mais disons, mais il faut bâtir autour de ça, mais bâtir une équipe autour de lui. Si Patrice Bernier va devenir entraîneur et un assistant encore québécois qui est capable de prendre ses relèves,
il faut faire ça. Mais vraiment, il faut que l'Impact gagne un championnat important. Et une fois qu'ils ont gagné, ils vont rester. Le monde va rester en amour avec l'Impact. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'amour, mais il n'y a pas l'amour qu'il y avait avec l'Impact. C'est mon opinion. Donc, avec le Manic. Donc, en terminant, M. Incolingo, l'Impact de Montréal va annoncer aujourd'hui, on le sait, un changement de couleur, un changement de nom. Finalement, peu importe la couleur du gilet, qu'il soit mauve, qu'il soit orange, qu'il soit jaune, que le logo soit rond, triangle, étoile, c'est ce qui va se passer sur le terrain qui va faire que les Montréalais vont embarquer dans le projet. Oui, vous avez raison. La différence que, selon moi, va avoir aujourd'hui, c'est le merchandising. Je suis dans une affaire, donc je connais assez bien ce marché-là. Le merchandising, la nouvelle génération de la communication médiatique, c'est très important. Et le logo et le changement va avoir aussi un impact, et surtout un impact au niveau merchandising, qui est important, parce que le merchandising, c'est une source de revenus très important pour tous les clubs partout dans le monde. Je le vois même au niveau amateur et semi-professionnel au Québec et au Canada, que tout le monde essaie de donner une nouvelle image à cause de cette nouvelle clientèle qu'on va aller chercher. Donc, le logo, il est beaucoup plus important pour le merchandising, l'image de l'Impact, mais selon moi, et je répète, je suis dans la 60, j'ai 60 ans et plus, un peu plus, là, je dirais que pour venir chercher ma génération, les puristes, il faut gagner, il faut trouver un joueur symbole, il faut avoir une bonne équipe qui joue un beau soccer. C'est peut-être différent des gars de 18 ans, 20 ans, 10 ans ou 25 ans. Je parlais de ma génération, surtout. Excellent. Je vous remercie d'avoir été avec nous, M. Colingo. C'était un plaisir de partager avec vous aujourd'hui. C'était un plaisir de vous avoir rencontré et merci encore de m'avoir invité. J'espère à la prochaine. Excellent. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée.